Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci pour votre présence pour ce deuxième webinaire de la Fête de la Science qui a démarré hier avec plusieurs conférences de doctorants et de docteurs sur différents thèmes déjà. Et donc, la Fête de la Science a démarré hier soir donc, et se poursuivra jusqu'au 16 novembre. Alors, je me présente, je suis Christophe Simonin, directeur du Carnet des Sciences et coordonnateur de cet événement pour la Martinique. Et votre animatrice, votre hôte pour ce soir, c'est Mathilde Brassy, que vous devez voir à l'écran également, qui est biologiste marin et responsable du pôle mer du Carbet des Sciences. Alors, la Fête de la Science a dû se réinventer cette année. La thématique locale de cet événement, la thématique nationale, pardon, c'était la relation entre l'homme et la nature. Et localement, elle a été déclinée, la science, pour protéger notre environnement local et le bien-être des générations futures. Et donc, on a une trentaine d'acteurs, de partenaires, dont certains sont parmi nous ce soir, qui se mettent pendant toute cette semaine, enfin ces 10 jours, à la disposition du public. Et donc, on vit une période contrainte par cette pandémie qui n'en finit pas. Et donc, il a fallu que la Fête de la Science se réinvente. Et elle se réinvente presque au jour le jour, j'ai envie de dire. Donc, n'hésitez pas à aller régulièrement sur le site fêtedelaScience.fr/Martinique pour avoir tout le programme que l'on vous concocte et qu'on est encore en train de vous concocter pour cette Fête de la Science 2020. Donc voilà, merci pour votre présence. Merci à nos intervenants de ce soir, donc Amandine Limousin, directrice de la Sommer, Fabien Rateau, également pour l'ONF et le réseau Tortue Marine. Et donc, je vais laisser maintenant la parole à Mathilde Brassy, qui va nous lancer pour introduire le webinaire, un petit film. Enfin, je la laisse faire. Voilà, bonjour à tous. Merci pour votre participation, donc aux spectateurs et puis à nos conférenciers. Donc, je commence juste, alors Christophe l'a déjà précisé, mais c'est pour vous montrer en bas ce que vous devez pouvoir voir pour interagir avec nous, les spectateurs. Vous avez possibilité de lever la main pour demander la parole. Et puis, vous avez aussi le question-réponse, en fait, pour poser les questions. Alors, on aura un petit moment de parole. On laissera les conférenciers présenter leur diaporama s'ils en ont un et on pourra poser des questions ensuite. Il n'y aura pas de problème, il y aura un moment d'échange. Alors, je voulais vous faire une petite introduction. Christophe a déjà présenté nos deux conférenciers de ce soir. On devait avoir un troisième, Guillaume Fiscardi du Conservatoire botanique de Martinique, mais il s'excuse parce qu'il a un souci technique, un problème de connexion tout simplement. Donc, on aura une mini-conférence et j'essayerai de vous donner en 2 mots les impacts. Il y a quelques impacts sur les plantes. J'essaierai de vous donner ça, mais je ne pourrais pas répondre aux questions puisque je ne suis pas botaniste. Voilà. Mathilde, il n'est pas possible qu'il se joigne, on essaiera de faire en sorte qu'il se joigne peut-être à la deuxième partie de ce webinaire qui se tiendra lundi soir. Non, il ne peut pas lundi. Il ne peut pas lundi? Non. D'accord. Donc, c'est pour ça que ce sera pour une prochaine, pour l'an prochain peut-être. Voilà. Et alors, je voulais vous faire une petite introduction avant de vous lancer le petit film dont Christophe vous a parlé. En fait, vous avez déjà entendu parler très certainement de la pollution de l'air, de la pollution sonore, de la pollution des océans, mais il y a aussi la pollution lumineuse. Et la pollution lumineuse, c'est l'effet néfaste d'un éclairage artificiel nocturne en excès. Elle s'observe essentiellement dans les zones urbanisées. C'est pour ça que je vous ai mis une petite photo aérienne de la NOAA, qui est un institut scientifique américain basé en Floride. Et du coup, on voit une photo aérienne avec donc la Guadeloupe, la Dominique et la Martinique. Et bien entendu, il y a un petit peu plus de zones urbanisées sur les Antilles françaises qu'en Dominique. Donc, on voit l'urbanisation est associée à l'éclairage artificiel nocturne. Et
En fait, il y a une étude scientifique qui, à partir des photos justement satellites, alors c'était pas forcément celle de la NOAA, mais celle de la NASA plutôt, qui a démontré que depuis 2012, en fait, entre 2012 et 2016, il y a eu plus de 2,2% d'éclairage nocturne par an en plus dans le monde. Et il y a une association en fait nationale française pour la protection du ciel et de l'environnement nocturne qui, elle, a démontré qu'il y avait plus 3,3% d'éclairage nocturne depuis 1992. Donc au total, depuis 1992, par rapport à 1992, nous avons plus 92% d'éclairage nocturne. Donc c'est assez énorme ces chiffres. Et puis, un autre chiffre, parce que ça me paraît important aussi, 11 millions de points lumineux publics en France, tout territoire, toute région confondue. Et ça représente 41% de la consommation électrique des collectivités territoriales. Alors, à cela s'ajoute quand même 3,5 millions d'enseignes ou de magasins avec des devantures éclairées. Et je ne compte pas là, bien sûr, tout l'éclairage privé aussi. Hein. Il y a souvent, au niveau des habitations, des spots lumineux à l'extérieur pour qu'on puisse plus facilement rentrer chez nous. Donc voilà, tout ça, ça fait beaucoup, beaucoup de lumière. Et je n'en dis pas plus. Pour introduire le sujet, je vous lance le court-métrage en fait, qui s'appelle La Nuit perdue, Losing the Dark en anglais, puisque c'est une association internationale. Hein. C'est la Dark Sky Association qui a produit ce petit film. Donc, je le lance. Nous vivons à la surface d'une planète qui tourne sur elle-même en 24 heures. Les rythmes biologiques de nombreuses formes de vie se sont ainsi adaptés à l'alternance jour-nuit. Durant la journée, le soleil nous inonde de sa lumière. Quand la nuit arrive, l'obscurité s'installe. C'est le moment de se reposer, de se ressourcer, de s'émerveiller devant la beauté de la nuit. Il y a seulement un siècle, nos nuits étaient encore très sombres. De nos jours, même les zones inhabitées par l'homme sont envahies par la lumière. Nos villes brillent dans la nuit. Des bâtiments sont même illuminés. Des lumières sans déflecteurs nous éblouissent le long de nos rues, de nos routes. Tout cet éclairage transforme l'obscurité en simple pénombre. Même depuis l'espace, on est frappé par ce gaspillage d'énergie. Une grande partie de ces lueurs jaunâtres vues par les astronautes provient de l'éclairage de nos rues. Il produit l'essentiel de la pollution lumineuse sur la planète. L'atmosphère diffuse cette lumière, créant un halo au-dessus du paysage. Nous perdons nos nuits noires à une vitesse vertigineuse. La pollution lumineuse menace la santé de tous les êtres vivants à la surface terrestre. L'éclairage nocturne perturbe la croissance des végétaux. Chaque année, des lumières sans déflecteurs contribuent à la mort d'innombrables animaux, terrestres et marins. Des oiseaux migrateurs s'écrasent contre les bâtiments éclairés. À peine sortis de l'œuf, les tortues marines confondent la lumière des éclairages avec le miroitement de la surface de l'océan. Lorsqu'ils sont trop puissants, les éclairages nocturnes affectent également les humains. Des conducteurs comme des piétons, éblouis par des éclairages mal conçus, ont ainsi été victimes de tragiques accidents. La pollution lumineuse est une menace silencieuse pour notre santé.
L'exposition à la lumière pendant la nuit perturbe les rythmes circadiens qui régissent nos cycles du sommeil. Les personnes travaillant la nuit sous d'intenses éclairages ou vivant dans les villes polluées par la lumière sont soumises à un plus grand risque de développer des maladies comme le cancer du sein ou celui de la prostate. Voici un ciel nocturne tel qu'il apparaît quand il subit la pollution lumineuse. Par une nuit claire, seules les étoiles les plus brillantes et les planètes se détachent du halo lumineux. Et voilà à quoi il ressemblerait si nous pouvions supprimer cette pollution lumineuse. Cette faible bande lumineuse qui traverse le ciel est la Voie lactée, notre propre galaxie. À cause de la pollution lumineuse, beaucoup de gens ne l'ont jamais vue. Les astronomes connaissent trop bien les problèmes occasionnés par l'éclairage nocturne mal contrôlé. Ils ont besoin d'un ciel noir et bien dégagé pour étudier les fascinants objets dont est rempli l'univers. La pollution lumineuse les empêche de plonger leur regard vers le cosmos. Éclairer le ciel nocturne gaspille de l'argent et des énergies fossiles. Maintenir allumée une ampoule de 100 watts toute la nuit pendant un an consomme une énergie équivalente à la combustion d'une demi-tonne de charbon. Multiplié par les milliards de sources lumineuses sur Terre, le coût en énergie pour éclairer la nuit est colossal. Bien que l'éclairage soit nécessaire, il y a des actions simples que nous pouvons mener pour préserver l'environnement, économiser l'énergie et contribuer à protéger le ciel nocturne. Nous pouvons remplacer les lampadaires qui émettent de la lumière vers le ciel par d'autres qui dirigent la lumière vers le bas, exactement là où on en a besoin. On appelle cela des éclairages totalement bafflés. On peut aussi limiter les éclairages aux seuls endroits qui en ont besoin. Et tout simplement, il nous suffit d'éteindre les lumières inutiles. Utilisons intelligemment l'éclairage afin de retrouver des solutions simples aux problèmes liés à la pollution lumineuse. Notre choix est le suivant: gaspiller nos ressources en éclairant le ciel ou apprendre à utiliser notre éclairage de façon plus responsable. Chacun d'entre nous peut contribuer à résoudre le problème qu'est la pollution lumineuse. Ensemble, nous pouvons rendre à la Terre la noirceur de son ciel nocturne. Alors voilà, je repasse juste sur donc le diaporama. Hop. Et je voulais du coup juste introduire donc Amandine et Fabien avec le focus sur les tortues marines. Donc j'arrête mon diaporama. Je ne sais pas qui de vous deux commence, mais j'arrête mon partage d'écran et je vous laisse partager votre diaporama. D'accord, oui, c'est moi qui commence. Alors, si tu peux autoriser le partage d'écran pour moi, parce que samedi, l'animateur a désactivé l'écran pour les participants. Donc, il faut... C'est bon, Fabien, c'est fait. Ouais. Tu peux partager. Alors, tac. Est-ce que vous voyez mon diaporama? On le voit. Okay. Bonjour à tous, je suis Fabien Rateau, je suis animateur du plan national d'action en faveur des tortues marines pour l'Office national des forêts.
Je vais vous présenter ce diaporama sur la pollution lumineuse et les tortues marines en Martinique. On fera ça à deux voix, du coup, avec Amandine Limousin, qui est directrice de l'association La Sommaire. Alors, pour bien comprendre l'impact de la pollution lumineuse sur les tortues marines, il faut déjà faire un petit point sur les tortues marines en Martinique. On a la chance actuellement d'avoir 3 espèces de tortues marines en Martinique, la tortue imbriquée, la tortue verte et la tortue lutte. Ce sont tous des animaux qui sont menacés d'extinction au niveau mondial, à des niveaux plus ou moins importants. Donc, ces tortues marines, évidemment, elles passent une très grande partie de leur temps en mer, mais elles ont aussi besoin d'habitats terrestres. Il faut savoir qu'elles ont besoin d'aller sur les plages pour nidifier. En Martinique, on a, chaque saison de ponte, on a plusieurs milliers de pontes de tortues marines, ce qui est voilà, quelque chose d'assez remarquable. On a environ 140 sites de ponte autour de l'île. Donc, ça veut dire qu'à peu près partout où il y a une plage et où il y a du sable, on a un site de ponte de tortues marines. Donc, cette période de la nidification, elle est particulièrement critique pour les tortues. C'est des animaux qui sont capables de faire de très très grandes migrations en mer de plusieurs milliers de kilomètres, mais à terre, ils sont assez démunis. Ils bougent assez lentement, ils ont une vue qui est très mauvaise à terre, et donc ils ont des problèmes d'orientation. La technique qu'ont trouvé les tortues marines avec l'évolution depuis des millions d'années pour s'orienter à terre, c'est très simple. En gros, en général, la mer est l'horizon le plus lumineux, comme on voit sur la photo. Le reflet de la Lune et des étoiles sur la surface de l'eau fait en sorte que quand on regarde vers la mer, c'est systématiquement à cet endroit-là qu'il y a le plus de lumière, et quand on regarde vers la terre, c'est là où c'est le plus sombre. Les tortues, quand elles veulent aller en terre pour nidifier, elles vont vers le sombre, et quand elles veulent retourner à la mer, elles vont vers la lumière. Ça marchait très très bien jusqu'à il y a quelques centaines d'années, à partir du moment où on a inventé l'éclairage électrique. Et depuis, on a des gros problèmes de désorientation des tortues marines à cause des éclairages. Donc là, on voit 2 photos. Une photo à gauche, c'est une petite tortue lutte qui est désorientée en Guyane à cause d'un lampadaire. Et à droite, on a quelqu'un qui tient un projecteur qui attire tous les petits tortillons dans le faisceau lumineux. Donc, on imagine qu'avec les plages qu'on retrouve en Martinique, donc ça, par exemple, c'est la plage du bourg de Schœlcher, on a beaucoup d'endroits où la nidification est très, très compliquée. Donc, pour avoir vécu ça directement, moi, j'ai vu sur cette plage-là des petites tortues qui étaient désorientées, qui ont été récupérées et remises à la mer. Et elles ressortaient de l'eau pour retourner vers les lumières, tellement ce phénomène d'attraction lumineuse est important. Donc, qu'est-ce qui résulte de ces problèmes d'orientation liés à l'éclairage public des tortues? Assez souvent, on a des problèmes de mort des femelles en ponte et des nouveau-nés par épuisement. Donc cette photo-là, c'est un nouveau-né qui a été retrouvé du côté de Vétiver à Casse-Pilote en 2019. Lui et quelques dizaines des autres nouveau-nés qui étaient nés dans la même ponte sont morts à force de divaguer au pied des lampadaires. Donc, ils meurent en général de déshydratation, d'hyperthermie, d'épuisement et quelquefois de prédation ou de collision avec les véhicules. Donc ça, c'est une photo d'une tortue qui a été une tortue femelle imbriquée adulte qui a été percutée sur la route du Carbet. Ça, c'était en 2017, mais en 2020, il y en a eu une autre. Donc ça, c'est des événements qui sont à la fois dangereux pour les utilisateurs de la route et à la fois tragiques pour les animaux et pour la conservation de ces espèces. Et le dernier phénomène, qui est peut-être le plus important, qui est le moins visible, c'est l'abandon des sites de ponte suréclairés par les femelles. Et lorsqu'une femelle n'arrive pas à trouver un site de ponte qui lui convient à plusieurs reprises, elle sera obligée d'abandonner ses pontes en mer. Là, la photo que vous voyez, c'est une tortue imbriquée qui a été observée en train de lâcher ses œufs en mer. Donc, il n'y a aucune chance d'éclosion. Ces œufs, ils ont besoin d'être au sec pour se développer. Donc, c'est quelque chose qu'on voit très nettement. Les plages qui sont suréclairées accueillent très, très peu de pontes de tortues marines. Je vais laisser Amandine continuer avec les solutions pour réduire la pollution lumineuse. Oui, alors j'espère que vous m'entendez bien. J'avais des petits problèmes de connexion aussi, moi. Donc, surtout, faites-moi signe si jamais vous n'arrivez pas à m'entendre correctement. Est-ce que tu peux revenir juste un instant sur la diapo précédente?
juste pour vous dire qu'effectivement, avec un tel éclairage, non, celle d'après, on ne peut pas effectivement envisager qu'il y ait une ponte de tortue. Donc déjà, quelle solution? La première, ça a été au niveau réglementaire, puisqu'il y a un arrêté qui date du 27 décembre 2018 et qui est relatif donc à la prévention, à la réduction et à la limitation de ces nuisances lumineuses. Donc c'est un décret qui est applicable depuis janvier 2020 au niveau de l'État, des collectivités, des entreprises et des organisations. Il y a 2 articles qui nous intéressent particulièrement dans ce décret, c'est qu'il peut y avoir des restrictions locales qui peuvent être plus restrictives que ce fameux décret, qui peuvent être prises donc par le préfet. Donc c'est peut-être des choses qui seront intéressantes pour l'avenir, pour les pontes de tortue en Martinique et pour cette problématique de réduction des pollutions lumineuses. Et l'autre article qui nous intéresse, c'est l'article 4, puisqu'en fait, il interdit sur toute nouvelle installation que les points lumineux éclairent la zone du domaine public maritime. C'est-à-dire que la partie terrestre et en mer ne peut être directement éclairée par une installation lumineuse. Voilà. Donc, on va essayer d'envisager différents types de solutions. La première, on l'a vu dans le documentaire, dans le film, c'est la suppression pure et simple des éclairages qui sont superflus. Il y en a beaucoup. Donc, on peut effectivement les supprimer. On peut aussi envisager la programmation de cet éclairage, puisque peut-être qu'il n'est pas obligatoire d'avoir entre 22h et 5h du matin, par exemple, un éclirage sur les plages. Donc, tout simplement, ce serait de mettre en place des systèmes qui nous permettraient de ne plus avoir d'éclairage du tout sur un temps donné, voire même sur une période donnée. Si on veut vraiment faire une saisonnalité entre les périodes de ponte et d'émergence de tortues et le reste de l'année, ce serait aussi envisageable. Je veux bien que tu passes à la slide suivante, s'il te plaît. Fabien? Merci. Donc, on a ici plutôt des éclairages de type privé en haut. Ça fait aussi partie des problématiques puisqu'on a beaucoup d'habitants sur le littoral en Martinique et donc il y aura aussi besoin vraiment de travailler avec eux et ils ne sont pas concernés par le niveau réglementaire. Donc, il y aura des astuces à trouver également. Il faut bien voir que effectivement, tout ce qui est point lumineux haut pose problème aux tortues qui, elles, arrivent du niveau de la mer, donc le niveau le plus bas, et vont tout de suite donc être attirées par ces points lumineux. Donc, quand les lumières ont besoin d'être gardées sur les sites, il faut mieux canaliser ce flux lumineux. Et donc, sur la petite image en bas à droite, c'est l'utilisation de bornes lumineuses, donc de points très bas. À droite, voilà, ce que vous voyez, c'est des systèmes. Donc là, on a un lampadaire qui est bien dos à la mer. Par contre, on lui impose, on met un système qu'on appelle un système de coupe-flux qui permet de limiter le niveau d'éclairement au sol. Ça limite effectivement, donc vous voyez l'emprise au sol est plus courte. Par contre, malheureusement, la problématique de la visibilité du point lumineux peut rester si la tortue est vraiment en contrebas. Et donc, ce n'est pas forcément des systèmes qui sont toujours opérants, ou sinon, il faudrait que les coupe-flux soient vraiment très, très longs. J'espère être claire, mais on pourra en discuter de toute manière après dans les questions. Autre solution, nous avons la possibilité sur les routes d'utiliser des systèmes lumineux réfléchissants, les catadioptres, directement sur les routes, qui évitent les lampadaires et les points hauts. Les études aussi scientifiques ont montré que les tortues n'étaient pas attirées de la même manière en fonction de la température de lumière. Donc, c'est aussi une piste, c'est d'utiliser
vraiment des températures basses entre 2600 et 2400 Kelvin. Enfin, quand toutes ces solutions-là n'ont pas été suffisamment efficaces, on peut aller sur la création ou la mise en place d'écrans végétaux. Des écrans végétaux qui vont donc empêcher ce flux lumineux d'arriver sur la plage et en utilisant vraiment différentes strates, on va dire, puisque l'important, ça va être ça aussi. Il va falloir qu'il y ait vraiment un niveau de buissons et puis des arbres plus hauts pour empêcher donc vraiment que la lumière soit gênante pour la tortue qui arrive. Et donc, bien entendu, si on le fait sur les plages, grande importance de le faire avec des espèces indigènes et non des espèces comme le cocotier, qui en plus a un système racinaire qui n'aide pas à lutter contre l'érosion côtière. Voilà, ben, je ne serai pas plus longue, je laisse de nouveau Fabien poursuivre. Comment est-ce qu'on peut faire pour résorber ce problème de pollution lumineuse en Martinique? Alors, je vais revenir un peu en avant sur le diaporama. Là, vous voyez, il y a 2 points lumineux. Alors, c'est sur la ville de Sainte-Marie, mais c'est un exemple parmi plein d'autres. C'est un point lumineux qui éclaire un autre. Donc, on a assez souvent on remarque ça, vraiment des grosses incohérences dans la façon dont l'éclairage est fait. C'est fait souvent, voilà, il y a plusieurs couches, les équipes municipales changent un peu les éclairages et on se retrouve à avoir des choses qui sont un peu incohérentes, qui consomment beaucoup d'énergie, qui sont gênantes pour la biodiversité. Et il y a vraiment une réflexion à mener de manière générale sur est-ce que ce point lumineux est utile, est-ce qu'il est possible que je le réoriente. C'est une réflexion qui est à mener sur du coup nos 140 sites de ponte, ce qui fait quand même pas mal de points lumineux. C'est un travail qui est à mener, qui va être lourd, mais qui est complètement possible. C'est-à-dire, on peut envisager que si on met les moyens, d'ici 10 ans, on aura une résorption presque totale de la pollution lumineuse sur les sites de pompe de tortues marines. Pour arriver à ça, il faut vraiment sensibiliser le grand public, les collectivités, les propriétaires d'éclairage littoraux. Et il faut aussi nous-mêmes réussir à acquérir une expertise technique. Nous, on est, donc Amandine et moi et Mathilde, on est plutôt du côté biologie, quoi. Et commencer à travailler dans le côté éclairage et travaux, c'est un changement de métier. Et il faut réussir à aller vers ce changement-là. Qu'est-ce qu'on a comme projet de réduction des nuisances lumineuses en ce moment? Donc là, vous avez à l'image le site de pompe, la plage plutôt, de Vétiver à Casse-Pilote. Il y a une toute petite plage assez anthropisée, donc on voit qu'il y a beaucoup de bâtiments, et qui attire encore un grand nombre de tortues imbriquées, étant donné que toutes les plages de la zone sont beaucoup plus dégradées. On a notamment un centre de loisirs d'EDF qui est ici à droite, et un terrain communal qui est ici, avec une forêt encore un peu présente, mais assez dégradée. Sur ce site, on a 2 projets en cours. Un premier projet qui vise à rénover l'éclairage du centre de loisirs d'EDF, avec les principes que Amandine vous a décrits. Et on a aussi une opération de revégétalisation qui est prévue, une recréation de la forêt littorale qui va permettre de camoufler les lumières qui resteront malgré la rénovation de l'éclairage. C'est un premier projet, c'est un projet pilote. Le premier projet en Martinique pour lequel on va changer des ampoules, changer des points lumineux pour les tortues marines. Et on a un second programme qui est en cours, qui est beaucoup plus important. C'est le programme pour un éclairage public performant qui est mené par le SMEM, Syndicat mixte d'électricité de Martinique, qui prévoit le changement de plus de 60 000 sources lumineuses d'ici quelques années. Donc c'est un programme très très grand, une rénovation pratiquement complète de tous les éclairages communaux. Le but principal, c'est de changer les anciennes ampoules par des LED qui consomment beaucoup moins d'énergie, en général moitié moins d'énergie. C'est une technologie qui est relativement nouvelle, ça fait pas longtemps qu'elle est abordable, on va dire. Et donc tout le monde, partout dans le monde et en France, commence à changer les vieilles lampes sodium haute pression pour des LED. Le problème de ces LED,
c'est qu'elles émettent une lumière beaucoup plus blanche et beaucoup plus bleue que les anciennes lampes sodium haute pression, et que du coup, elles sont beaucoup plus gênantes pour les tortues marines. Comme c'est un projet qui va avoir lieu sur quelques années, on va avoir une réduction du taux de panne aussi très important. Souvent, dans les communes, on se rend compte qu'on a une lumière sur 3 qui ne marche pas, ou plus des fois. Et là, avec ce programme-là, on a un risque de vraiment augmenter le nombre de lumières qui marchent. Pour essayer de limiter l'impact de l'installation de nouvelles LED et de réduction de ce taux de panne, on est rentré dans le projet avec le réseau Tortues Marines et on a proposé des préconisations au syndicat mixte d'électricité pour que sur les sites de ponts de tortues marines, on ait des températures de couleur qui aillent plus vers le orangé et une meilleure canalisation du flux lumineux. Donc ça, c'est quelque chose qui est en cours, les travaux ont commencé et j'espère qu'on pourra voir les résultats d'ici quelques temps. Merci de votre attention. N'hésitez pas à nous poser des questions, avec Amandine. Je te laisse reprendre le contrôle, Mathilde. Oui, voilà. Donc, nos participants, nos spectateurs, si vous avez des questions, on peut prendre 15 minutes. Normalement, on s'était donné 15 minutes de questions-réponses. Donc, vous pouvez demander la parole avec la petite main qui doit être en bas de votre écran ou nous écrire les questions par écrit sur le mode questions-réponses. C'est marqué Q et R. Je vais poser une première question. Quel a été l'accueil du SMEM? Donc, le SMEM a déjà été sensibilisé à cette problématique de pollution lumineuse pour les tortues marines. Et si oui, donc quel a été leur accueil et quelle est leur position, s'ils en ont déjà une là-dessus, sur cette problématique? L'accueil du SMEM a été bon. On a assez vite réussi à signer une convention avec eux qui prévoyait qu'on les accompagne dans la rédaction de leur cahier des charges. Ensuite, il faudra voir sur le terrain ce que ça donne. Là, moi, je n'ai pas encore vu les travaux, ce que ça donnait. C'est à suivre. Ensuite, normalement, il y a eu des préconisations qui ont été mises dans les cahiers des charges pour les entreprises mettre des points lumineux qui soient cohérents avec la préservation des tortues marines. Alors, on a une question qui vient d'arriver. Toutes les municipalités sont-elles sensibilisées? On a fait un gros travail avec le Carbet des Sciences pour faire des formations. Alors, c'était pendant le confinement, donc on a dû les faire en visio comme aujourd'hui. Mais on a fait des périodes de sensibilisation à destination des élus et des agents des collectivités. On a eu environ 40 personnes, 2 élus seulement, je crois, c'est ça. Voilà. Ensuite, ce que je vois, mon expérience, en gros, c'est que c'est très dur de sensibiliser les élus et les agents municipaux en leur disant « il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça ». C'est beaucoup plus facile quand on arrive avec des projets. On leur dit « bon, écoutez, nous, on aimerait parler tortues marines avec les élèves de votre classe, faire des animations ». Ça, en général, ils aiment bien. Et on aimerait trouver un site pilote sur votre commune pour travailler avec vous, restaurer la forêt littorale et améliorer l'éclairage. Et là, on se rend compte qu'on est tout de suite mieux écouté, plus écouté, on éveille plus l'intérêt et on va pouvoir aller convaincre un peu tous les échelons de la municipalité. C'est ce qu'on est en train de faire avec la SOMER au niveau de la ville de Casse-Pilote et j'espère que ce sera quelque chose qui sera étendu pour les autres communes, on va dire phare pour les tortues marines de Martinique. Oui, j'allais effectivement aussi rajouter que je crois que les municipalités, elles ne sont pas du tout sensibilisées de la même manière. De toute manière, déjà, elles ne sont pas du tout concernées de la même manière par les tortues marines, mais il y a un gros travail encore à faire. Et souvent, on va parler par exemple de la ville de Sainte-Marie, le bourg est vraiment sur la plage. Et donc, les éclairages impactent directement les zones de ponte. J'ai cité Sainte-Marie, mais c'est pareil au Robert. Enfin, toutes les communes
sur le littoral ont vraiment des problématiques fortes sur l'éclairage de la mer, du milieu marin, de la plage. Et donc, il va falloir vraiment travailler et continuer à sensibiliser toutes les communes. Alors, on continue dans les questions. Une question de Marie Buisson. En cas d'observation de bébés tortues désorientés, est-ce que l'on doit les réorienter vers la mer et comment? Alors, en cas d'observation de tortues en détresse, que ce soit des adultes ou des bébés désorientés, il y a un seul réflexe à avoir, c'est qu'avant toute chose, il faut appeler le réseau échouage. Le réseau échouage, c'est un téléphone portable, c'est le 234-235. C'est assez facile à retenir. Donc, dès qu'on voit une tortue morte, une tortue en détresse, que ce soit un bébé ou une adulte, on appelle ce numéro-là. Normalement, au bout du fil, on a des gens qui répondent 24 heures sur 24 et qui vont aider à gérer la situation. Soit en envoyant directement des membres du réseau échouage sur le site, ou soit en vous disant ce qu'il faut faire. Ce qu'on demande de manière générale quand on a des tortues marines qui sont désorientées, la première chose à faire, ça va être d'éteindre l'éclairage si c'est possible. Donc, des fois, quand c'est de l'éclairage communal, ce n'est pas forcément facile de trouver rapidement comment on éteint ça. Quand ce n'est pas possible, on va essayer de masquer l'éclairage. Donc, masquer avec une bâche souvent, même avec l'ombre des personnes. Et on voit assez vite que quand l'éclairage quand les tortues sont à l'ombre, elles vont se réorienter vers la mer. Et en dernier lieu, et ça se fait jamais sans avoir appelé le réseau échouage, on va éventuellement récupérer les tortues, essayer de les réorienter vers la plage. Il faut savoir que les tortues marines, elles sont intégralement protégées par un arrêté interministériel de 2005. Et donc, le fait de les perturber intentionnellement, même si elles sont désorientées, est passible d'une amende assez importante et d'une peine de prison. Donc, il ne faut absolument pas le faire sans avoir l'accord du réseau échouage, puisqu'il y a un risque ensuite d'être embêté par la police de l'environnement et il y a un risque aussi de ne pas faire les choses comme il faut. Donc, le fait de les réorienter à la main, c'est vraiment quelque chose qu'on fait uniquement en dernière nécessité, après avoir essayé d'autres choses et après avoir prévenu le réseau échouage. Alors, il y a encore des questions qui arrivent. Je continue. Je ne sais pas si ça sera Fabien ou Amandine. Donc, une question d'Anne-Marie Lejeune. Bonsoir, que pouvons-nous faire? Alors, on a peut-être déjà un petit peu répondu à la question, mais que pouvons-nous faire en tant que citoyens pour vous aider à mobiliser dans la bonne direction davantage les municipalités et les populations? C'est une question qui est délicate. C'est pas forcément évident. Là, je pense qu'on est en train de progresser là-dessus, d'essayer de trouver les réponses. Pour l'instant, nous, ce qu'on fait principalement, c'est qu'on va essayer d'impliquer la population par le biais du suivi de traces de pontes de tortues marines. Donc, on va envoyer des bénévoles sur les plages qui vont relever les traces de pontes de tortues et qui vont nous faire remonter les données. Et ça va nous permettre d'avoir une idée de quels sites de pontes sont vraiment très importants, sur quels sites de pontes il faut qu'on soit très vigilant quant à l'installation de nouvelles infrastructures, de nouveaux points lumineux. Et aussi, ça va nous permettre d'évaluer, d'estimer la tendance d'évolution des populations de tortues marines à l'échelle de l'île et même à l'échelle de la plage. Donc ça, c'est vraiment une action qu'on fait avec la population. Comment est-ce qu'on va faire en sorte que le particulier puisse orienter la municipalité et les propriétaires d'éclairages littoraux dans le bon sens? Ce n'est pas forcément quelque chose d'évident. Je pense qu'il y a une première chose à faire, c'est quand on parle avec des élus de sa municipalité, si jamais on a des contacts, c'est d'essayer de les orienter, essayer de faire du réseau, de rentrer en contact avec nous, réseau Tortue Marine. Bon, je pense qu'on vous laissera l'adresse mail du réseau et la page Facebook dans le descriptif de la conférence. Voilà, il y a de la mise en réseau à faire entre municipalités et réseau Tortue Marine. Ensuite, quand on est propriétaire d'éclairages littoraux, soit parce qu'on a directement sa maison au niveau de la mer, soit parce qu'on a un restaurant ou un Airbnb ou quelque chose comme ça, il y a des travaux à faire sur les lumières. Et le mieux pour ça, c'est encore de nous contacter. Donc, tortuemarinemartinique@gmail.com. On vous laissera l'adresse mail.
Et j'allais rajouter aussi nous faire parvenir, si possible, des photos. Parce que effectivement, là, par exemple, pour la présentation de ce jour, on n'avait pas forcément les images qu'on aurait voulu. On se rend compte que, ben voilà, on ne couvre pas forcément toute la Martinique. Donc, il ne faut pas aussi hésiter à nous alerter par rapport justement à ces problématiques quand vous les rencontrez. Et nous faire des images, soit des tortues en train d'être désorientées, si jamais vous en voyez. Donc là, c'était l'exemple des petites tortues en émergence qui n'étaient pas dans le bon sens. Et sinon, effectivement, nous signaler des problématiques de pollution lumineuse quand vous sortez et que vous en rencontrez. Et effectivement, je pense qu'il y a quand même une proximité aussi, en tout cas sur les petites communes. Et donc, il faut vraiment pas hésiter à discuter avec, que ce soit les techniciens, les élus. C'est parti de là. Nous, on a notre local depuis peu de temps à la commune, enfin, sur la commune de Casse-Pilote. On a vu qu'ils avaient des problématiques en lien avec les tortues marines et on a réussi à monter le projet comme ça avec eux. Donc, je vous invite aussi à échanger pour réussir à trouver des solutions communes et réussir à avancer tous ensemble, puisque, comme on le disait tout à l'heure, enfin, comme le disait Fabien tout à l'heure, on n'a pas toutes les solutions forcément techniques. Il y en a qui vont arriver. Là, on s'est formé aussi grâce à des échanges avec le bureau d'études SAFEJ. Et il y aura aussi à venir peut-être tout un tas de nouvelles technologies qui nous permettront d'être encore plus performants. Il parlait de télégestion sur les points lumineux. Donc la télégestion, en gros, chaque point lumineux peut être équipé d'une puce mobile et on pourrait vraiment dire tel lampadaire est éteint de telle heure à telle heure et que ce soit très très précis. Donc voilà, pour un futur lointain, mais il y a des pistes à envisager aussi au niveau de la technologie, de la science. Alors, je continue, hein, il y a encore des questions pour vous, nos intervenants, nos conférenciers. Comment les propriétaires, une question d'Audrey Pastel, pardon, comment les propriétaires aux abords du littoral accueillent cette problématique? Est-ce que c'est vrai, est-ce que vous êtes déjà allé alors, je sais qu'il y a eu des entretiens avec certains restaurateurs ou autres. Pour l'instant, il y a encore un gros travail d'animation à faire pour être clair auprès de ces restaurateurs. Nous, on voit de ces propriétaires d'installations lumineuses. Nous, on est allé voir que quelques personnes, quelques restaurants, le centre de loisirs d'EDF à Étiver, à Casse-Pilote, avec lequel on a entamé du coup un partenariat qui nous permet de travailler sur son éclairage. Ensuite, ce travail de prise de contact avec tous les propriétaires d'installations lumineuses, il est encore à faire. On va dire que 90%, 95% de ces personnes-là n'ont pas entendu parler du réseau Tortue Marine encore et du problème de pollution lumineuse. Donc, il y a un gros travail à faire. Et je pense qu'il va falloir ensuite vraiment augmenter le volume d'action à mettre sur les sites de ponte de Tortue Marine pour faire en sorte que ce travail d'animation soit réalisé. Et alors, il y a une question qui n'est pas directement sur la pollution lumineuse, mais sur les tortues marines et donc sur leur avenir, de Déborah Palmon. Connaît-on l'impact actuel et futur de l'érosion du littoral et de la montée des eaux sur la ponte des tortues marines? C'est vrai que c'est une question intéressante et d'actualité. Alors, on constate souvent qu'il y a des nids de tortues qui sont érodés. Ça, c'est chaque année, à partir de juillet, août, quand on a les premiers rôles cycloniques, on se rend compte qu'on a des nids qui sont emportés. Beaucoup du côté atlantique, notamment dans le nord, du côté de l'Anse-Charpentier, qui est un site très important de ponte pour les tortues. Ce problème de l'érosion et de la montée du niveau marin, elle va être très très aiguë dans les prochaines années ici en Martinique. On se rend compte qu'on a pas mal de plages qui reculent. On se rend compte aussi qu'on a des aménagements littoraux qui sont très néfastes pour le maintien du trait de côte. Il faut savoir que quand on
va mettre un point dur dans la mer, donc typiquement un enrochement ou un mur, on va favoriser forcément le maintien de cette zone-là, limiter l'érosion sur cette zone-là, mais on va accentuer l'érosion sur les zones proches. Donc on va avoir le sable, toute l'énergie que la mer n'aura pas pu dissiper contre le mur, elle va le dissiper en emmenant du sable ailleurs. Et on voit déjà pas mal d'endroits où il y a des murs qui font disparaître les plages. Ensuite, cette question elle est très importante parce qu'on a beaucoup de sites de ponts très, très naturels et en très bon état et qui fournissent beaucoup de jeunes tortillons du côté de la côte atlantique, du sud Atlantique et du nord Atlantique. Donc, tout ce qui est, par exemple, Anse-Macabou, Trabo, Grosse-Roche, Cap-Macré, et plus au nord, c'est Charpentier, plage du Lorrain et Sainte-Marie. C'est des plages vraiment très, très importantes, mais malheureusement qui sont très soumises à la fois à l'érosion par les houles cycloniques et à la fois aux arrivées de sargasses. C'est-à-dire que les sargasses, elles ont un double impact. Elles vont empêcher les femelles de sortir pondre et elles vont empêcher les nouveau-nés de rejoindre la mer. Et très souvent, elles tuent les nouveau-nés. En fait. Les tas de sargasses à terre, puis les sargasses dans l'eau, suffisent à épuiser les nouveau-nés et à les tuer. Donc ça nous laisse dire qu'il faut faire un effort très particulier, très important pour sauvegarder nos petits sites de ponts de Côte-Caraïbes, qui sont souvent beaucoup plus anthropisés, beaucoup plus dégradés, mais qui, eux, sont moins soumis à cet aléa sargasse et à cet aléa érosion. Et donc, il faut vraiment répartir sur l'ensemble de la Martinique l'effort de conservation des sites de ponts de tortues marines. On ne peut pas se dire juste, bon, bah, écoutez, on a quelques plages qui sont en très bon état côte atlantique, ça va suffire, puisqu'on sait que ces plages-là, leur importance en termes de recrutement de jeunes tortues va probablement beaucoup diminuer. Ensuite, pour l'instant, on n'a pas de scénario qui nous dit voilà, on va perdre tant de pourcents des pontes de tortues marines à cause de l'érosion, tant de pourcents à cause des sargasses. C'est quelque chose qui n'existe pas encore et qui serait intéressant petit à petit d'arriver à mettre en place. Une modélisation, en gros, de recrutement de tortues. Alors, je ne vois plus de questions arriver, sachant qu'on n'a pas de conférencier sur les plantes, mais je vous dirai quand même 2 mots. Est-ce qu'il y a une dernière ou 2 dernières questions? Profitez-en. Donc, soit en demandant la parole, hein, vous pouvez lever la main. Et s'il n'y a pas de questions… Sur les plantes, Mathilde va vous faire un petit topo. Par contre, je pense que comme c'est juste un problème technique et que, comme je vous l'ai dit, la fête de la science est en construction permanente avec ce problème de ce passage au numérique. Donc, je pense qu'on verra avec le directeur du Conservatoire botanique pour refaire une petite intervention sur cette thématique-là d'ici le 16 novembre, ou peut-être même après d'ailleurs, pour vous parler de l'impact de la pollution lumineuse sur les plantes. Et on vous tiendra au courant si ça se passe dans la semaine, sinon ou ultérieurement. Suivez-nous sur les réseaux, on vous dira tout ça. Alors, il y a une question de Julie. Oui, une question de Julie. Et du coup, je voulais lui donner la parole. Est-ce que c'est bon, Julie? Oui, c'est bon. Là, tu as la parole normalement. Mais elle a disparu. Elle a disparu. Alors, il y a une autre question qui est arrivée. L'invasion par les sargasses peut-elle devenir un aléa à prendre en compte sur le plan de prévention des risques naturels et technologiques? C'est une bonne question. Je ne sais pas si on a des personnes qui pourraient répondre à cette question parce qu'on n'est pas des spécialistes des risques naturels et technologiques. Mais Fabien, je ne sais pas si tu veux dire un mot. Beaucoup d'éléments pour répondre. Moi, je suis plutôt PNA tortue marine, PNA iguane des petites Antilles, mais le côté risque naturel et technologie, ce n'est pas mon rayon. On va se garder cette question. Peut-être qu'on posera la question aux bonnes personnes. Et après, comme on a vos adresses email, comme vous vous êtes inscrits, si j'ai une réponse à vous donner, je vous l'enverrai par email.
si ça va à tout le monde. Du coup, je vous propose qu'on continue. Donc, je vais repartager mon écran si je n'ai pas vu d'autres questions arriver. Alors, mon diaporama. Voilà, donc juste pour vous dire un petit mot sur les plantes, et souvent c'est lié, il y a un manque de connaissances en fait sur l'impact de la lumière sur les plantes, mais il faut savoir que depuis 4 milliards d'années, quand même, la nuit, c'est la moitié de la vie. La faune et la flore s'est adaptée à l'alternance jour-nuit. Donc, on a tous un rythme biologique, hein, que ce soit animaux ou végétaux, dit nictéméral. Et du coup, les plantes ont besoin de la nuit, bien sûr, pour pouvoir fonctionner. Et c'est souvent lié aux insectes, puisque du coup, il y a des chercheurs qui ont démontré que la lumière artificielle avait un impact sur la pollinisation. Ils ont montré qu'en fait, il y avait une réduction des visites nocturnes des insectes pollinisateurs nocturnes, hein, parce qu'il y a une grosse partie, en fait, il y a la moitié des insectes qui sont spécifiquement nocturnes. Et ben, il y a eu une réduction dans leur étude de 62% des visites de ces insectes pollinisateurs. Et ils ont fait une étude plus spécifiquement sur une plante qui produit des fruits. Et il y a eu quand même une réduction de 13% dans la production des fruits. Et ça veut bien dire que les insectes pollinisateurs diurnes, ceux qui arrivent le jour, ceux qui pollinisent le jour, ne remplacent pas les insectes pollinisateurs de nuit. Et donc, on peut se poser des questions par rapport à, bien sûr, les ressources alimentaires pour nous, les êtres humains, si on a ce genre d'effet sur la fructification. Voilà, c'est juste ce que je pouvais vous dire, que j'ai trouvé rapidement comme information sur les plantes. Bien sûr, on n'a pas de botaniste avec nous, donc on ne va pas pouvoir répondre à des questions plus spécifiques sur les plantes. Par contre, je voulais continuer et vous expliquer qu'il y a d'autres impacts. Alors, on aura sur la deuxième partie de ce webinaire qui aura lieu lundi soir à la même heure, hein, rendez-vous 18h30. Vous avez les liens de connexion, soit sur notre page Facebook, il y a un événement, il y a eu un rappel aujourd'hui, vous avez peut-être reçu l'invitation par mail, ou sinon sur le site fêtedelaScience.fr région Martinique, vous pouvez retrouver l'événement et le lien pour se connecter au webinaire. Donc, on parlera lundi avec Monsieur Bidou du CDSA, hein, qui du coup nous parlera un petit peu de l'impact sur l'observation du ciel étoilé. Et puis on aura aussi Béatrice Condé du Carouge, l'association Le Carouge, pour nous parler de l'impact sur les oiseaux. Et je voulais quand même vous dire 2 mots sur, il y a tout un tas d'impacts en fait, hein, sur la biodiversité. Là, on a fait un gros focus sur les tortues marines, c'est très important en Martinique, mais il y a aussi l'impact sur les insectes. J'ai commencé à en parler avec notamment les insectes qui vivent la nuit. Mais finalement, les insectes, vous l'avez tous vu chez vous, dès qu'il y a une lumière d'allumée, on voit tout un tas d'insectes, hein, qui sont attirés par la lumière, et en fait, ça engendre beaucoup de mortalité chez les insectes. Il faut savoir que c'est la 2e cause d'extinction des insectes, donc il y a beaucoup d'espèces qui sont menacées par ça. Il y a aussi les chauves-souris. Alors, les chauves-souris, c'est un des groupes d'animaux les plus étudiés en fait, par rapport à les plus documentés par rapport à la pollution lumineuse. Et les conséquences de la pollution lumineuse sont néfastes, qu'elles soient lucifuges, c'est-à-dire qu'il y a des chauves-souris qui vraiment n'aiment pas du tout la lumière, mais aussi il y a des chauves-souris qui sont attirées par la lumière et ça les impacte quand même, alors qu'on aurait pu penser qu'elles pourraient profiter de ça, puisque bien sûr, souvent ces chauves-souris qui aiment la lumière mangent des insectes et donc pourraient profiter de ça, mais en fait elles sont perturbées, qu'elles soient lucifuges ou non, sur tout leur cycle de développement,
notamment sur les habitudes de chasse, sur les habitudes d'alimentation, sur la reproduction, etc. Donc, il y a beaucoup d'impact aussi au niveau de ce groupe-là. Et puis, il y a les grenouilles aussi, qui ont des impacts sur leur métabolisme et sur leur reproduction. Donc voilà, grosso modo, il y a un peu tous les groupes d'êtres vivants qui sont impactés. Et nous, on en fait partie aussi, hein. On est tous sujets à la surexposition de la lumière. Alors que ce soit de la lumière, comme on voit sur la petite image en bas à droite, de la lumière extérieure qui arrive dans nos maisons la nuit parce qu'on n'a pas forcément de volets ou autre, mais aussi tous nos écrans, smartphones, lumière qu'on met en veilleuse ou les petites veilleuses, vous savez, sur les prises qui ont des interrupteurs. Tout ça, c'est de la lumière qui, en fait, on n'avait pas avant et qui perturbe. Il y a quand même 80 perturbations recensées au niveau du corps humain, au niveau de la santé humaine. Et du coup, la plus grosse, c'est quand même celle qui perturbe le sommeil, et notamment la production d'hormones comme la mélatonine, qui en fait favorise l'endormissement. Et le plus gros impact, en fait, c'est quand même la lumière qui est plutôt bleue. Hein, donc, c'est celle justement des tablettes et des smartphones et des ordinateurs. Donc, il faut faire attention à ça. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais on peut mettre des filtres sur ces ordinateurs quand on est justement en période où la nuit est tombée, pour justement diminuer, enlever cette lumière bleue. Et justement, l'éclairage public est en train de s'orienter vers des ampoules à LED, et donc qui ont tendance à être plutôt de couleur tirant sur le bleu au niveau des longueurs d'onde. Et donc, ça a beaucoup de conséquences. Il n'y a pas encore suffisamment d'études et suffisamment de recul, mais il faut savoir que ça peut avoir un impact sur notre santé. Et je voulais quand même vous dire qu'il y a bien sûr tout un tas de choses, d'actions de sensibilisation qui sont faites tous les ans. Donc, il y a une opération qui s'appelle le jour de la nuit. Donc, la prochaine opération, ce sera en octobre 2021. Donc, nous, le Carbet des Sciences, là, on va essayer d'organiser quelque chose, puisque cette année, on aurait dû faire quelque chose en présentiel. Et on y était beaucoup. On s'était organisé pour faire quelque chose avec la Ville du Diamant. Donc, j'espère qu'on pourra reconduire cette opération le 9 octobre 2021. Il y a aussi un concours Villes et villages étoilés qui est organisé par l'association dont je vous ai parlé tout à l'heure. Alors, le concours est clôturé pour cette année. En fait, ils font ça sur 3 ans, l'instruction des dossiers, etc. Mais s'il y a des élus qui nous écoutent, c'est un concours qui est intéressant. Puis, bien sûr, il y a des guides d'accompagnement pour les élus, les techniciens, les collectivités territoriales, les gestionnaires, les aménageurs, les bureaux d'études. Sachant que cette vidéo, on enregistre le webinaire, donc on le remettra en ligne sur YouTube. Je pense que dans les commentaires YouTube, on mettra des liens vers toutes ces associations qui ont produit des guides. Il y a aussi des ouvrages de vulgarisation. Il y a un livre qui est sorti il y a 1 ou 2 ans qui s'appelle « Sauver la nuit ». Et puis, bien entendu, il y a une réglementation, puisque bien sûr, on commence à voir tous les impacts de la pollution lumineuse, que ce soit sur la biodiversité ou la santé humaine. Donc, il y a une nouvelle réglementation depuis le 27 décembre 2018. Il y avait déjà, normalement, il y avait une réglementation depuis 2013 avec, normalement, une demande d'extinction de certaines enseignes lumineuses, justement, la nuit, entre minuit et 6 heures du matin. Voilà, mais là, ça s'est un petit peu renforcé, et surtout, comme par rapport aux tortues marines notamment, il y a interdiction maintenant de mettre des nouveaux éclairages sur le domaine public maritime. Donc, c'est des décisions assez importantes qui vont permettre justement d'améliorer toute cette problématique. Alors, je ne sais pas si certaines personnes veulent s'exprimer, s'il y a des questions à ce stade-là. On a quelqu'un de
la direction de l'environnement, de l'aménagement et du logement qui peut éventuellement répondre sur les questions réglementation. N'hésitez pas si vous avez des questions. On n'a pas d'intervenants d'experts sur les chauves-souris et les insectes, mais j'espère que l'an prochain, on pourra… Alors, il y a une question justement. Est-ce que le Carbet des sciences et le réseau Tortue Marine sont consultés quand il y a des projets d'espace d'aménagement touristique menés par la CTM? Alors, le Carbet des sciences, on n'est pas des experts, hein. On fait de la diffusion de la culture scientifique comme on le fait là ce soir, que ce soit auprès du grand public ou auprès des scolaires. On fait un petit peu de formation. Par contre, je laisse Fabien répondre pour le réseau Tortue Marine. Donc, du coup, limite, moi, je laisserais bien Julie répondre. Je ne sais pas si elle est là. Et oui. Julie de la DEAL qui ça. Alors pour le Carbet des sciences, nous ne sommes pas… il y a des associations, hein, qui sont consultées lorsqu'il y a des projets d'aménagement, mais ce sont des associations qui sont agréées protection de l'environnement. Le Carbet des sciences, ça fait pour l'instant le choix de ne pas demander cet agrément, puisque la culture scientifique, technique et industrielle est transversale à de nombreuses thématiques. Et même si l'environnement, la biodiversité fait partie de nombreux sujets que nous traitons, ce ne sont pas les seuls, donc on ne s'est pas spécialisé environnement. Mais il y a effectivement des associations agréées. Alors, l'ASOPAMAR est une association agréée protection de l'environnement. Et ils sont consultés. Julie, tu as le micro si tu veux répondre. Je vois que tu es en train d'écrire, mais tu peux prendre la parole. Fabien, tu as envoyé les coordonnées, l'adresse Facebook du réseau Tortue Marine, mais uniquement aux conférenciers. Tu peux choisir conférencier et tous les participants. Donc voilà, tu l'as envoyé qu'aux conférenciers, là, il me semble. Je renvoie à tous les infos, voilà. Coche bien, demande bien conférencier et tous les participants. D'accord. Julie? Alors, je regarde juste. Moi, je peux répondre si elle n'est pas là. Je pourrais répondre. Ça ne fonctionne pas. Alors, elle a un problème avec son micro, ouais. Il y a les fiches du CEREMA. Alors oui, c'est vrai que ça fait partie des outils que j'ai listés juste avant, si je vous remets le diaporama ici, là. Il y a les fiches d'un organisme qui s'appelle le CEREMA qui a du coup fait ça justement pour les élus, les techniciens et les collectivités territoriales, les aménageurs. Donc, c'est un lien que je pourrais vous mettre aussi sous la vidéo YouTube. C'est des choses qui ont été envoyées aux agents des collectivités avec qui on avait fait la formation avec du coup, le réseau Tortue Marine, les agents qui ont été formés à la thématique Tortue Marine. Donc, les fiches, le lien pour télécharger les fiches leur a été envoyé. Et Fabien, peut-être tu as aussi le guide qui avait été réalisé sur les éclairages, sur les problématiques d'éclairage et d'aménagement. Il date un peu maintenant, mais il peut être intéressant quand même. Le flyer de Quata, tu vois je vais mettre le guide dont je parle ou pas? Le flyer de Quata, du coup? Le guide. Non, c'est tout un guide qui était à destination des aménageurs. Ok. Mais c'est le guide de, oui, c'est le guide de Quata, je pense, ce dont elle parle. Il y a une question, peut-on concilier diminution de l'éclairage public et la sécurité? Alors, c'est une très bonne question. Il y a souvent, en fait, justement, c'est souvent
l'éclairage, il est souvent là pour essayer de sécuriser les zones. Moi, j'ai lu pas mal de choses là-dessus. Finalement, parfois, quand on éteint, il n'y a pas plus de violence, en fait. Au contraire. Ce ne serait pas incompatible. Alors après, sécurité, ça peut être aussi sécurité vis-à-vis des agressions, mais j'imagine que c'est aussi lié à la sécurité routière. Donc, on est quand même sur une période où maintenant on a des voitures qui éclairent quand même suffisamment bien pour pouvoir rouler justement dans des zones où il n'y a pas d'éclairage public. Hein. Donc, ce n'est pas incompatible. Je ne sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, les conférenciers. Effectivement, sur l'éclairage routier, de toute manière, il y a une réglementation spécifique. Donc là aussi, ils ont une réglementation spécifique. Et après, je crois qu'effectivement, c'est vraiment une crainte et c'est quelque chose qui nous a beaucoup été remonté par les élus. Ces problématiques de mais si j'éclaire pas ma plage, est-ce qu'elle ne va pas justement devenir dangereuse? Et finalement, j'ai l'impression que c'est plutôt l'inverse, c'est-à-dire qu'à partir du moment où on éclaire, en fait, il y a beaucoup plus de fréquentation sur la plage. Voilà, donc c'est peut-être des choses, des mentalités aussi qui vont évoluer dans le futur. Et puis peut-être effectivement, il faudrait aussi qu'on fasse des zones tests pilotes et qu'on puisse suivre la délinquance ou voilà, les problématiques d'insécurité sur des plages qu'on aurait mis dans le noir. Et alors, du coup, comme Julie ne pouvait pas s'exprimer tout à l'heure, elle a répondu par message, mais alors seulement aux panélistes et pas à tous les panélistes et spectateurs. Donc, je réponds à la question d'Annabelle Vigilant tout à l'heure au sujet de la consultation en fait dans le cadre des projets d'aménagement. Donc, pour les installations sur le littoral, souvent le propriétaire est l'État. Et donc, à ce titre, l'ADEAL donne des préconisations, quelle que soit la collectivité qui aménage, en s'appuyant sur le réseau Tortue Marine et la connaissance des sites de ponte, hein, puisque bien sûr, il y a un suivi de ponte tous les ans, et donc ça aide justement à la prise de décision. Donc voilà, effectivement, c'est l'ADEAL qui va donner des préconisations, et voire même sur certains sites où on sait que c'est des sites de ponte de tortues marines, il faut demander des autorisations spécifiques, des dérogations espèces protégées. Voilà, du coup, je ne sais pas s'il y a des questions encore. Il est 19h48. Et donc, je propose qu'on clôture. Il n'y a pas de nouvelles questions qui arrivent. Et donc, on vous donne rendez-vous pour la prochaine, le lundi 9 novembre, donc à 18h30, avec Monsieur Bidou et Madame Condé. Merci à tous. À lundi, pour ceux qui seront connectés. Merci aux intervenants. Merci à tous les participants.